vois que vous êtes plusieurs à me dire qu'il n'y avait pas de son, c'était normal. On était en train de caler un petit réglage technique justement pour que tout soit bien transparent et que vous nous reçoiviez tous. Donc j'espère que là, maintenant, ça passe. Bienvenue pour ce premier éclairage d'AEF Info. Je vois effectivement parfait pour le son. Merci à vous. On a des réactions en direct, ça nous aide bien. Donc c'est un format nouveau qu'on a imaginé pour décrypter et essayer de prendre de la hauteur sur des informations qu'on traite au quotidien qui sont sans cesse plus complexes, qui fusent de tous côtés, qui vous impactent au quotidien pour un grand nombre d'entre vous. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de complémentaire à ce que vous pouvez déjà retrouver fait par les journalistes de la rédaction par le biais des dépêches. Et dans ce cadre, on s'est dit qu'on allait lancer un premier cycle de webinaire qu'on a intitulé « Comprendre et anticiper la CSRD en pratique » qui va se tenir à raison d'un webinaire par trimestre jusqu'à la fin de l'année 2024. La directive qui est applicable au 1er janvier 2024 est effectivement un texte qui suscite beaucoup de questions, voire des inquiétudes. Il y a qu'à voir le nombre d'événements, de formations ou même pour ce qui nous concerne de dépêches qui sont écrites chaque semaine sur le sujet. Ce qui va nous animer aujourd'hui, c'est donc de revenir aux sources de cette directive, de rappeler ce que c'est que la CSRD, comment elle a été pensée, pour quels attendus, comment elle s'inscrit dans un paysage plus global, on oublie parfois, de reporting extra-financier des entreprises, mais aussi du dispositif européen sur la finance durable. Et je remercie pour ça nos deux experts d'avoir accepté notre invitation. Lorraine Schenvac, vous êtes responsable de la politique et de la réglementation en matière de finance durable chez Natixis, merci. Et Éric Juvot, vous êtes directeur des normes de durabilité à l'autorité des normes comptables. Vous nous rappellerez notamment ce que c'est que cette autorité. Merci à vous également d'être avec nous. Lors de nos prochains webinaires, on examinera plus précisément les normes qui constituent la directive. On donnera la parole à des entreprises aussi pour qu'elles nous disent comment elles se saisissent de cette directive, les difficultés ou les interrogations qu'elles peuvent encore rencontrer. Et enfin, on verra la conduite du changement que nécessite cette directive au sein des structures. Mais tout de suite, avant de céder la parole à Sabrina Dorlance et Marine Digabel, nos deux journalistes spécialisés respectivement sur la RSE et la finance durable qui vont animer ce webinaire, un petit point logistique. Vous pouvez poser toutes vos questions sur l'interface, celle où vous nous dites bonjour et où vous êtes déjà en train d'intervenir. L'idée, c'est que ce soit interactif et pas un cours magistral sur la CSRD, mais bien qu'il y ait une interactivité. Donc, je me ferai la modératrice des questions pendant que Sabrina et Marine interviennent. Voilà, et pour le replay, oui, il y aura un replay qui vous sera envoyé quelques minutes après l'événement, mais on vous invite quand même à rester sur l'événement et à nous poser vos questions pour participer. Merci à vous d'être là dès ce matin et merci à vous, je vous cède la parole. Oui, et pour les slides, il n'y aura pas de slides parce qu'on va essayer d'être assez interactif et de répondre du tac au tac. Donc, il y a juste une slide qu'on voit déjà ici sur un petit schéma pour rappeler comment s'articulent les textes. Et du coup, c'est justement ma première question pour Eric. C'est un peu de nous resituer un petit peu cette CSRD qui fait partie finalement d'un paquet législatif plus important et qui est plus large évidemment que la CSRD. Donc, pour comprendre comment ça s'articule avec d'autres textes et la logique qui a été voulue derrière, est-ce que vous pouvez nous resituer un peu tout ça dans le contexte? Très bien. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si je suis trop long, mais parce que là, je vais essayer de resituer finalement la CSRD dans le cadre du Green Deal. Alors, juste pour une petite remarque pour parce que nous sommes français, hein, le Green Deal, c'est un peu un enfant du Grenelle de l'environnement de 2008. Donc, on peut être fier de ce que la France a fait et a contribué à faire au niveau européen. Alors, juste quelques mots je reviens sur mon parcours, juste pour dire que moi j'ai fondé l'équipe de développement durable d'EY il y a 30 ans, dans les années 90. J'ai participé au Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Bourleau. Et puis il y a 4 ans, en gros, on a travaillé avec Patrick Decambour à préparer la CSRD. Donc il y avait une première task force qui a préparé la CSRD, le texte de la directive. Ensuite, il y a une deuxième task force qui a commencé à travailler sur les ESRS, donc les normes. Et puis ensuite, l'EFRAG a été constitué, parce qu'en parallèle, il fallait réformer la gouvernance de l'EFRAG. Donc là, c'est M. Gauzès qui a fait ça. Et puis ensuite, donc moi, j'étais rédacteur de l'ESRS sur le climat, E1. Et puis, j'ai également du coup contribué aux discussions avec l'ISSB, la SEC, notamment sur les sujets climatiques, comment on aligne tous ces éléments. Donc, je suis membre du TEG de l'EFRAG.
Et puis, je suis directeur des normes de durabilité pour l'ANC. L'ANC, c'est l'autorité des normes comptables qui, jusqu'à la transposition de la directive en décembre dernier, était en charge de normer la comptabilité financière. Et donc, aujourd'hui, elle a étendu ses prérogatives à la normalisation de la durabilité. Donc, elle devra s'appeler ANCD. On n'a pas changé le nom, mais ça a changé quand même l'ampleur. Et donc, le collège de l'ANC était composé exclusivement de financiers. Et maintenant, on continue à introduire progressivement des compétences en durabilité. Donc, c'est ces deux mondes qui sont en train de se parler, comme c'est le cas à l'EFRAG, comme c'est le cas aux IFRS, et comme c'est le cas dans toutes les entreprises. Il faut que le monde financier et le monde de la durabilité se parlent. Bon, j'étais un peu long sur ce retour de présentation, mais du coup, je pense être un bon insider de ce qui se passe au sein de la Commission européenne et globalement au niveau européen sur ces sujets de durabilité. Alors, resituer l'ensemble de la CSRD et la finance durable dans le Green Deal. Donc, le Green Deal, c'est un ensemble de mesures cohérentes pour accompagner la transition vers une économie plus durable. Donc la transition, elle est indispensable. Je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Tout le monde autour de la table est convaincu de ça. Et donc dans le Green Deal, vous avez à la fois des mesures contraignantes, par exemple l'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035. Vous avez les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le fameux Fit for 55, donc réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre de l'économie européenne à 2030. La neutralité carbone en 2050. Vous avez la Carbon Border Tax et puis également tout ce qui touche à l'EU ETS, donc les quotas d'émissions de carbone pour les installations très émettrices. Donc il y a des mesures contraignantes, il y a des mesures d'aide. Alors j'avoue qu'en Europe, on commence souvent par contraindre et on aide après. Et en l'occurrence, l'Europe a réagi plutôt à l'IRA américaine. Les Américains, eux, face au problème du changement climatique et de la durabilité, ils ont pas mis en place de contraintes. Ils ont exclusivement mis des aides fiscales, et notamment à travers l'IRA. Et donc l'Europe a réagi à ça l'année dernière en créant le Net Zero Industry Act, qui est une espèce de réglementation qui va permettre d'investir plus facilement dans les batteries, dans l'hydrogène, dans les énergies renouvelables. Donc ils veulent que l'économie européenne devienne une économie de technologie verte, en fait. Et donc ça, c'est plutôt très positif. Et puis il y a le dernier volet qui sont les mesures de transparence. Donc les mesures de transparence, c'est la finance durable. Dont la CSRD. Alors peut-être que donc là l'idée de la finance durable qui remonte à il y a 4 ou 5 ans. Lorraine a participé à la création initiale. C'était en 2017, je pense. Le hashtag s'est lancé en 2017. Ouais. Et donc l'objectif, c'est de mobiliser les financements privés pour financer cette transition vers une économie durable. On parle de plusieurs centaines de milliards d'investissements par an. Donc, on connaît tous la situation d'endettement des pays européens, notamment. Et donc, sans le financement privé, sans l'orientation des investisseurs privés, des fonds de pension, des institutionnels, des assureurs, etc., on n'arrivera pas à faire cette transition qui doit être faite dans les 20 ans qui viennent. Et donc c'est ça l'idée de base. Alors peut-être qu'on peut présenter la slide, je sais pas si, juste pour expliquer comment fonctionne. En fait, sur cette slide, vous avez donc ça c'est le levier de transparence. J'ai parlé des contraintes et des aides. Et donc là, on va parler ce matin principalement de la partie transparence. Donc la partie transparence, en fait, elle commence par une transparence qui est demandée aux investisseurs avec donc c'est ce qu'on voit sur la gauche du transparent. Donc il y a une réglementation qui s'appelle SFDR, c'est le règlement Disclosure, qui demande aux sociétés de gestion européennes de montrer quelle est leur contribution au financement de cette transition, au financement vert. Donc ça c'est SFDR. Ensuite vous avez pour les banques le pilier 3 de l'autorité de supervision bancaire, qui lui va mettre en place des stress tests et également demander un certain nombre d'informations aux banques sur quelle est
la contribution de leur financement à la transition. Donc le pacte vert, il demande aux investisseurs et aux financeurs dans quelle mesure ils financent la transition dans leur portefeuille d'investissement et de prêt. Donc quelle est la part dans leur portefeuille d'investissement et de prêt de financement accordé à la transition ou à ce qui est déjà vert. Mais pour faire ça, évidemment, il faut avoir des informations des sous-jacents, donc des corporates, de tous les actifs corporates financés. Et alors c'est là où la CSRD intervient. Donc la CSRD, elle demande aux entreprises, donc là on bascule sur le côté droit, c'est l'économie réelle, si je puis dire. À gauche c'est plutôt la finance, et à droite c'est l'économie réelle. Et donc la CSRD, elle va demander aux entreprises qui sont financées de fournir les éléments fiables et pertinents sur leur performance en matière de durabilité. Et donc ensuite, les banquiers, les assureurs, les sociétés de gestion, elles vont consolider ces informations pour pouvoir dire, ben voilà, moi je finance à tel pourcentage la transition. Et pour les entreprises, il y a également la CS3D qui, elle, est en cours en finalisation de discussion au niveau européen. Normalement, je pense qu'on reviendra sur la CS3D tout à l'heure, hein, donc je ne vais peut-être pas en parler trop, mais c'est le devoir de vigilance européen. Puis au milieu, qui s'applique pour les deux, il y a la taxonomie verte, qui s'applique d'abord aux entreprises financières, puisque donc, il y a le Green Asset Ratio qui vise justement à mesurer quelle est la part des investissements et des financements verts, mais elle s'applique aussi aux entreprises, puisque c'est le même schéma, hein, la taxonomie verte, les Green Asset Ratio, c'est la consolidation par les financiers de la somme finalement des activités vertes des entreprises financées. Et puis tout cela, c'est la flèche du dessus, va être mis à disposition, toutes ces informations sur la transparence, donc au niveau financier et au niveau des entreprises, va être mise à disposition de tout le monde, gratuitement, dans le European Single Access Point, c'est le ESAP, donc ce sera un point d'accès électronique. Et donc, ça veut dire que toutes ces informations vont devoir être digitalisées ou taguées. C'est déjà le cas pour les informations financières. Ça va être le cas également pour les informations des ESRS, de la CSRD. Et donc, tout le monde, toutes les parties prenantes, investisseurs, ONG, superviseurs, etc., pourront faire des extractions électroniques avec l'intelligence artificielle de ESAP. Alors, ce sera probablement pas avant 2027. Hein. Donc, voilà un petit peu le schéma global. Je vais peut-être compléter un petit peu sur le focus financier. Donc, tu as déjà dit beaucoup de choses. Simplement pour dire que le package finance durable avec les textes que tu viens de décrire, c'est une logique d'ensemble qui s'est mise en place un petit peu en amont du Green Deal. À partir de, grosso modo, fin 2016, début 2017, pour refaire l'histoire, la Commission européenne a lancé une réflexion en lançant un groupe d'experts, comme elle en lance souvent, elle appelle ça des High Level Expert Group, HLEG pour les intimes, qui s'est vraiment mis en place à partir de 2017 pour alimenter la Commission sur sa stratégie de finance durable, qui a fini par s'inscrire dans le Green Deal, mais au départ, c'était vraiment exclusivement pensé dans une logique de faire évoluer le secteur financier, à la fois pour former une vision sur la finance durable, pour intégrer la durabilité dans le cadre réglementaire et financier, on vient d'en parler pas mal, mais c'était en lien avec le plan Juncker, avec les ODD, avec la Capital Market Union Initiative pour unifier les marchés de capitaux au niveau européen. L'idée était vraiment d'infuser la durabilité dans l'ensemble des dispositifs existants, ce qui est évidemment un gros challenge. Et puis, comme l'a dit Eric tout à l'heure, vraiment de mobiliser le capital privé, donc ça je vais pas y revenir, mais les estimations de départ étaient qu'il y avait un besoin d'à peu près 180 milliards d'euros d'investissement annuel supplémentaire pour, je ne sais plus pendant combien d'années, mais enfin pour atteindre l'objectif de degrés et tous les objectifs de l'UE que tu as décrits. Je pense qu'on est plutôt à 600 milliards même. Alors, ça c'était l'estimation de l'époque. Ça a pas mal augmenté. En tout cas, les besoins sont là. Et donc, ce groupe d'experts qui était composé de stock exchange, d'investisseurs, de sociétés civiles, et en lien très très fort avec les institutions européennes, avait produit un rapport, qui était un rapport du HLEG, il y en a eu deux en fait, mais un qui a été publié en janvier 2018, qui en fait comprenait tout un tas de recommandations qui ont été beaucoup plus politisées que c'est le cas en général pour des groupes d'États de haut niveau. Donc parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins en fonction de si un commissaire européen s'en saisit. Et là c'est vrai qu'on a eu un activisme très fort de la Commission européenne
du commissaire Dombrovski et de la DG FISMA et d'autres instances pour porter ces propositions, et ça a débouché sur le paquet, la première stratégie finance durable qui a été lancée immédiatement après la publication du rapport au mois de mars 2018, avec les premières propositions. Donc voilà, un certain nombre de ceux qu'on vient de voir étaient dedans. Il y en avait plus, ils ont quand même pas pu tout développer, mais SFDR y était, la taxonomie, il y avait d'autres textes comme le EU Green Bond Standard, les dispositions sur les préférences de durabilité des épargnants avec MiFID II, il y a eu un projet d'écolabel, donc qui finalement n'a pas forcément évolué, mais dans l'idée voilà, d'avoir des outils pour classifier, pour organiser la transparence, et avec vraiment voilà souvent je le résumais au triptyque SFDR, taxonomie, CSRD, l'idée étant de dire que même si taxonomie concerne aussi les entreprises, on avait une obligation de disclosure de ce qui se finance de bien avec la taxonomie, avec un dictionnaire vert qui avait vraiment vocation à dire, voilà, on a une définition du vert qui fait consensus, parce que c'était un des problèmes, de dire qu'est-ce qui est vert finalement, qu'est-ce qu'on accepte comme vert. Donc la taxonomie est venue répondre à ce besoin, avec plein de problématiques qui sont enchaînées, mais on pourra en reparler après. Et SFDR qui est quand même plus orienté, même si certains produits doivent discloser aussi sur la taxonomie, qui est quand même plus orienté dans l'idée de dire, à la fois pour les asset managers et pour les produits d'investissement, on va discloser le niveau, l'exposition. Alors on va voir que c'est pas forcément toujours le résultat auquel on aboutit. Enfin, dans l'idée, c'était de dire les risques de durabilité, on va pouvoir les présenter, et pour l'ensemble du marché. D'où le fait que dès le départ et dès le paquet qui a été lancé en mars 2018, la directive européenne qui existait en matière de reporting développement durable, donc la NFRD qui datait de 2014, avec des guidelines qui étaient respectées, déclinées dans le droit des États membres, mais de façon assez hétérogène. Alors, la France était plutôt effectivement plus poussive, plus exigeante, avec des réglementations assez anciennes sur le sujet. Mais au niveau européen, on avait des rapports développement durable des entreprises qui étaient quand même très hétérogènes, pas très satisfaisants, peu comparables, même si la comparabilité, ça reste un graal même aujourd'hui de long terme. Et dès ce moment-là, dès mars 2018, s'est posé l'idée de dire, bon, va falloir faire évoluer les informations que produisent les entreprises pour nourrir les investisseurs, potentiellement les banques à terme, et rentrer dans cette logique aussi de double matérialité. Donc dès 2019, la Commission a publié des guidelines climat pour amender la directive d'origine NFRD, qui commençait à faire apparaître cette notion de double matérialité, et ils ont fait un petit travail gros travail de remise à plat de ce qui existait pour décider de lancer la CSRD. Et du coup, comme en fait la finalité de tous ces textes, c'est de permettre de réorienter les flux financiers vers la transition écologique. Pourquoi, selon vous, les législations ont été adoptées dans le bon ordre? Enfin, je sais que c'est un des points que vous avez souligné. Pourquoi, pour vous, c'était pas le bon ordre, en fait, l'ordre des choses? D'accord. Alors, effectivement, en fait, il aurait fallu commencer par construire le lexique commun. Donc, ça a été un peu le cas avec la taxonomie, mais la CSRD qui fiabilise les données sources, qui a pour but de produire des données pertinentes, fiables, accessibles et comparables. Donc, ça, pour toutes les entreprises corporate. Donc, ça, dans l'économie réelle. Donc, ça, c'était la base. Et ensuite, dessus, on pouvait consolider ces informations au niveau financier. Donc, il aurait fallu commencer par la CSRD. Et malheureusement, l'Europe, pour des raisons politiques, parce que ce qu'il faut préciser, tous les éléments que tu as expliqués, Lorraine, dépendent de la DG FISMA. DG FISMA, c'est le ministère de l'économie et des finances européen. Donc, c'est pas du tout le ministère, le DG environnement ou climat qui ont été à la manœuvre. C'est vraiment les financiers qui ont été à la manœuvre et qui ont finalement déclenché tout ça. Nous, en France, sur le domaine de l'environnement, c'était plutôt, c'était un grand ministère d'écologie en 2008 avec Jean-Louis Borloo. Donc, et aujourd'hui, du coup, les choses d'ailleurs, la CSRD est un amendement de l'ensemble des directives comptables, audit et transparence. Donc, c'est pas une nouvelle directive supplémentaire, c'est juste des amendements de 3 directives comptables, enfin financières. Donc, globalement, ils ont amendé des directives existantes pour des questions pour gagner du temps, déjà, pas refaire une nouvelle directive, c'est beaucoup plus long. Et puis, pour être en mesure d'avoir des données plus rapidement. En fait, c'était vraiment ça l'objectif. Mais est-ce que
Oui, vas-y. Avec des standards qui seraient pas déclinés. Enfin, l'idée d'avoir des standards, des ESRS, malgré la directive, ça fait que la capacité des États membres à mettre en place une transposition en droit national qui soit beaucoup plus hétérogène est totalement limitée, en fait. C'est ça aussi l'intérêt. On a une question justement sur ces données dont on parle beaucoup. Il y a une question qui revient plusieurs fois, c'est où est-ce qu'on peut trouver les points de données, parce qu'il faut les renseigner encore, faut-il savoir ce qu'il faut renseigner. 1178 points de données en français, puisque la problématique aussi, souvent quand on est sur des textes européens, c'est que tout est en anglais et que toutes les entreprises n'ont pas forcément travaillé sur les bases. Donc, est-ce qu'il y a un endroit, à votre connaissance, où on peut trouver ces points de données en français? Avant de revenir sur le fond, Alors là, on bascule dans le pratico-pratique. Oui, c'est vous parliez des données. Non, donc effectivement, ça fait un peu peur ce chiffre de 1100 ou 1200 points de données. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, la traduction française des ESRS n'est pas disponible aujourd'hui ou dans une version extrêmement illisible, ou incompréhensible. Donc, on a fait un énorme travail, l'ANC et Bercy en France, avec les services de traduction de la Commission. On aura, je pense, ce document compréhensible en juin de cette année. Donc aujourd'hui, il y a une version en français qui existe, mais qui est quand même, sincèrement, c'est très compliqué à déchiffrer parce que les mots ne sont pas les bons en fait. Impact est traduit par incidence. Vous avez des choses à la double matérialité. Alors matérialité, je sais pas. S'ils n'ont pas utilisé le mot matérialité, ils ont utilisé un autre terme qui me revient plus à l'esprit. Mais donc à la fin, la double matérialité, on ne comprend plus rien. Donc ça, c'est seulement en cours de réalisation. Et ensuite, sur les points de données, donc aujourd'hui, il y a un tableau Excel qui a été mis à disposition en anglais par les FRAG. Je pense que l'ANC va le traduire, mais aujourd'hui, il n'est pas disponible en français. Il y a probablement des organisations qui ont, notamment, je pense peut-être à l'Ordre des experts comptables qui a peut-être proposé une version française. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que l'on fasse. Peut-être juste un dernier point sur les 1100 data points. Là, en fait, c'est 1100 data points pour une entreprise qui couvrirait tous les secteurs de l'économie, en fait. Donc, normalement, le filtre de la matérialité doit pouvoir faire que, et puis les circonstances de l'entreprise, doit pouvoir faire qu'on sera plutôt autour de 600 points de données par entreprise. Ouais, on ne reporte que ce qui est matériel, et même dans tous ces points-là, il y en a à peu près 25%, je pense, sous ton contrôle, qui sont en plus volontaires. Absolument. Donc, pour en faire un chiffre épouvantable. Et peut-être juste pour revenir, donc là c'était une petite incursion technique, effectivement, parce que c'est un sujet, mais je pense que ça fera l'objet des prochains webinaires du cycle AEF, pour rentrer plus dans le détail sur comment on fait. Le prochain est d'ailleurs prévu en juin, donc ça montre très bien si la traduction est en juin, ça fera un bon appui. D'ailleurs là-dessus, je peux préciser qu'il y a un guide de l'ANC sur déjà 4 ESRS en français, qui est assez court et accessible et facilement compréhensible, donc qui peut être téléchargé sur le site de l'ANC, qui va être complété là en juin. On aura également 3 nouveaux ESRS qui seront traduits, si je puis dire, ou expliqués en français. Peut-être juste pour revenir sur l'historique et l'origine, donc les noms importants, tu as cité Dombrovskis, effectivement, il est fondamental. Je pense que quelqu'un comme Pascal Canfin, évidemment, oui. Et quelqu'un qui au Parlement européen, c'est le président de la commission environnement du Parlement européen, a joué un rôle clé. C'est un économiste à la base, et qui a rejoint les équipes de Renaissance à peu près à ce moment-là, en 2017, je crois. Et ensuite, vous avez également Patrick de Cambourg, qui, avec FRAG, a joué un rôle assez structurant, un peu après plutôt, sur la partie CSR en tout cas. Et puis tout un petit écosystème, effectivement, qui a essaimé à partir du HLEG, qui est devenu après la plateforme Finance Durable. Moi, j'avais eu la chance d'accompagner Philippe Zawati comme CEO de Mirova, qui était membre de ce HLEG, où il y a eu une sorte d'esprit fondateur dont les membres se souviennent avec plutôt mal de bonheur, qu'il fallait tout lancer, tout construire, tout organiser. Bon, maintenant, on est passé dans la partie, on passe des principes à la dure réalité, où c'est évidemment beaucoup plus complexe. Voilà, et alors justement, avec beaucoup de textes, pas forcément arriver dans le bon ordre, est-ce que ça pose des problèmes de cohérence J'imagine que les inscrits au webinaire sont confrontés à ces problèmes de cohérence, mais oui, alors, tout ça bien.
les incohérences de calendrier, bon, Eric les évoquait là à l'instant, mais il y a eu effectivement un ordre des choses dans lesquelles on a commencé par le financier avant les entreprises, donc c'est forcément, après ça s'est ajusté dans certaines dispositions, par exemple sur la taxonomie, le financier reporte après les entreprises, évidemment, parce que sans les données, ils peuvent pas le faire, mais moi, il y a une question que je me pose, je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Alors, bien sûr, ça pose des problèmes de cohérence de calendrier qui rendent la mise en œuvre complexe. Et en même temps, est-ce qu'on aurait eu la même dynamique si ça n'avait pas été lancé dans cet ordre-là? C'est aussi une question qu'on peut se poser. C'est une bonne remarque, effectivement. Et bon, aussi forte, en tout cas, en termes d'accélération, puisque tout le secteur financier est soumis à des obligations de transparence. Forcément, il faut que ça bouge derrière. Ouais, c'est vrai que c'est une incitation forte. C'est la vertu de la transparence, en fait. Les entreprises ne vont plus être financées si elles ne se transforment pas. Et donc ça, c'est une incitation forte. Si vous voulez croître et continuer à exister, il faut. Donc je suis d'accord avec ton point. Par contre, par exemple, sur la SFDR, avec les PAI, les indicateurs d'impact, les indicateurs d'impact, il faut qu'ils soient consolidé à l'échelle des sociétés de gestion, mais si l'information n'est pas fiable et n'est pas disponible en dessous, ça ne peut pas être consolidé. On a beaucoup effectivement, alors, je ne sais pas si c'est tant des incohérences que des besoins de se mettre encore plus en cohérence. Il y a eu comme, on l'évoquait un peu avant le début du webinaire, mais il y a eu un nombre énorme d'institutions qui ont travaillé vraiment à marche forcée. Il faut voir tout ce qui s'est produit en 5 ans. On reproche toujours à l'Union européenne d'être lente. Là, pour le coup, certains lui ont plutôt reproché d'être un peu trop rapide. Donc, il y a quand même eu un corpus de textes qui s'est mis en place dans un délai record sur des sujets complexes, éminemment exploratoires sur certains aspects de mesures, par exemple sur les sujets de développement durable, avec différentes instances qui n'étaient pas forcément, qui étaient potentiellement des directions, des organisations dont le personnel était orienté plutôt sur les sujets financiers, qui étaient dialogués avec des gens qui étaient potentiellement orientés de développement durable, mais qui n'avaient pas forcément la bonne connaissance du monde de l'autre. Donc arriver à déboucher sur des choses hyper cohérentes, hyper opérationnelles d'un coup, en 5 ans à peu près, on parle de ça sur le plat de temps qui s'est construit. Je pense qu'on peut avoir un petit peu d'indulgence aussi, même si aujourd'hui il y a clairement des choses encore à faire avancer. En termes d'incohérence, tu as cité les PAI. Moi, je pense qu'effectivement sur SFDR, si la logique est de continuer à avoir de la transparence au niveau de l'ensemble des fonds, les PAI aujourd'hui sont pas forcément connectés au reporting CSRD des entreprises. Il n'y a pas de lien évident qui est fait là-dessus. C'est des indicateurs qui sont pas facilement directement interprétables pour dire au niveau d'un fonds, le niveau de risque est celui-là, il est exposé à tel et tel secteur. Ça, donc on plaque un petit peu des PAI qui parfois sont pertinents, parfois le sont moins, qui sont rarement difficilement lisibles directement. Donc si je prends un exemple bête. Un indicateur très classique, le nombre de tonnes de CO2 sur un fonds. Si on est sur un flux petit, si on est sur un fonds énorme, si on est sur un fonds qui justement a vocation à investir dans une logique de transition ou un fonds vanille qui a de toute façon aucune démarche d'engagement ou de ESG en quoi que ce soit, un même nombre de tonnes de CO2 va pas vouloir dire du tout la même chose. Donc on a des questions de visibilité des informations fournies et d'interprétation. On a plein d'incohérences de ce type-là, on peut en développer beaucoup. On va revenir dessus, je pense, mais en tout cas, il faut surtout pas remettre en question les objectifs de tous ces textes européens. Exactement. Parce que, pour le coup, la structure générale est quand même extrêmement bien pensée. Ce que j'ai appelé au début l'ensemble cohérent de mesures, c'est la seule manière de conduire le changement et la transition. Donc, il faut surtout pas revenir en arrière sur les principes. Par contre, dans la mise en œuvre, il y a quand même des choses qui ont été discutables. On a parlé de l'ordre. L'ordre n'était pas bon, mais modulo ce que tu as précisé, qui est un vrai point, ça a quand même permis de mobiliser, de faire se parler les financiers avec les gens de la durabilité. Ça, c'est avant, dans les sociétés de gestion, il y avait des départements séparés qui se parlaient quasiment pas, et objectivement, un certain mépris de la part des financiers vis-à-vis des gens de la durabilité. Là, toute cette effervescence des 5 dernières années a permis de faire monter le sujet de la durabilité. L'objectif de la CSRD, c'est de mettre
les sujets de durabilité au même niveau de fiabilité et d'importance que les informations financières. Parce que la valeur des entreprises aujourd'hui, elle est plus dans les états financiers. Hein. C'est souvent moins de 50% ce qu'on appelle la book value, ne représente souvent plus que moins de 50% de la valeur des entreprises. Donc la market value, donc la valeur boursière, elle dépend de plein d'éléments intangibles autres, dont la durabilité et la capacité à faire face à la transition et aux risques de transition. Donc, premier problème, ça a été l'ordre chronologique. Et le deuxième problème, c'est la matérialité. La matérialité n'a pas été prise en compte par toutes ces réglementations de la finance durable. Et donc, l'été dernier, le 31 juillet, il y a eu le premier acte délégué de la CSRD. Donc, l'acte délégué, c'est un décret. Et donc, c'était le décret sur les 12 normes, tout secteur de la CSRD. Et dans cet acte délégué, ou plutôt dans un document d'accompagnement de la commission, il y a une précision qui est apportée, qui est de dire on va demander à SFDR, notamment, d'intégrer, de prendre en compte la notion de matérialité dans sa révision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CSRD, la commission a compris qu'il fallait remettre dans le bon ordre, remettre la charrue avant les bœufs, les bœufs devant la charrue plutôt pour pouvoir attirer, de façon à ce que on ait des résultats qui fonctionnent en fait. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, dans SFDR, il y a 14 PAI obligatoires, dont un qui est sur les déchets dangereux. Donc, les déchets dangereux, je suis désolé, en Europe, on a énormément d'entreprises tertiaires qui ne produisent pas beaucoup de déchets dangereux. Donc, obliger toutes les entreprises, vous voyez, par exemple, une entreprise de production d'énergie renouvelable ou d'exploitation plutôt d'énergie renouvelable qui ne produit quasiment pas de déchets dangereux, elle va être obligée de calculer combien il y a de kilos de teneur dans je sais quoi dans ces déchets, sinon elle ne sera pas éligible au financement vert. C'est quand même une aberration. Donc on a des aberrations de ce type qui subsistent parce que la matérialité n'est pas prise en compte dans les réglementations de la finance durable. Donc il faut absolument réintroduire ça. Donc on va en parler. Ça c'est le premier sujet. Donc cet acte délégué le texte d'accompagnement de la commission du 31 juillet dernier. Alors non seulement ça a été une bataille homérique, notamment contre les lobbies qui ne voulaient pas de la CSRD, lobby européen, donc certains pays, l'Allemagne était plutôt défavorable, mais aussi lobby étranger. On a un certain nombre d'autres pays qui n'étaient pas favorables. On reviendra peut-être, notamment parce que la CSRD a une portée extraterritoriale, on reviendra, je pense, tout à l'heure. Et donc ça, c'est un élément. Il y a beaucoup de difficultés. Sincèrement, compte tenu des élections européennes qui arrivent, si l'acte délégué n'était pas publié avant les vacances du mois d'août de l'année dernière, je pense que l'ensemble de l'édifice s'effondrait. L'édifice par CSRD, mais probablement aussi derrière le Green Deal. Donc on est passé ça a été le mois de juillet dernier, j'ai pas beaucoup dormi, c'était vraiment une tension extrême et la commission a été extrêmement courageuse et a sorti ce papier et a dit ok, on va modifier la finance durable pour intégrer la matérialité. Ça, c'est un élément, je pense que les sociologues, dans 10 ans, reviendront là-dessus en mesurant l'importance de... Donc, on est à la veille de plusieurs années, de 3 à 5 années, là, de remise à plat de toutes les exigences de finance durable, ce qui permettra en retour de simplifier aussi la CSRD et les ESRS. Parce qu'aujourd'hui, les ESRS, pour des solutions, des objectifs de cohérence, ont dû intégrer toutes les exigences qui étaient demandées par les investisseurs. Et sincèrement, il y en a beaucoup trop. Et on va y revenir, je pense, dans la suite. Il y a une question qui a été posée sur le fait que, suite à ce que vous avez dit, Lorraine, tout à l'heure, sur le fait que si chaque entreprise ne renseigne pas les mêmes indicateurs, comment, finalement, la CSRD va permettre de les comparer? Alors, c'est une bonne question. Il y a quand même des socles où celles qui sont concernées par certains sujets vont reporter. Donc là-dessus, il peut y avoir de la comparabilité déjà. Après, je suis curieuse d'avoir ton point de vue, Eric, là-dessus, mais je ne sais pas si la comparabilité est le seul et unique objectif du sujet. C'est un Graal à terme. Si déjà on a des données fiables
sur l'ensemble des sujets matériels pour les entreprises qui sortent, mais normalement la standardisation permet quand même voilà, d'avoir une base de données qui est comparable à terme. En transition aussi. L'objectif de la CSRD, par rapport à la NFRD que tu as mentionné tout à l'heure, c'est que ce sont des informations normées. Donc normées, ça veut dire comparables. C'est-à-dire que toutes les entreprises doivent les calculer de la même manière. Elles sont normées et elles vont être auditées. Et donc ça, vous savez que la France était le principal pays, même si l'Espagne et l'Italie avaient aussi mis en place un espèce de système de contrôle. Et donc, pour faire un audit sur la fiabilité, il faut l'auditer par rapport à un référentiel. Donc, en France, ce qu'on a vécu sur les 10 dernières années, c'est un audit par rapport à un référentiel qui était construit par l'entreprise elle-même. Ce qui était déjà très bien, mais c'est pas parfait parce que chaque entreprise pouvait calculer les émissions de CO2 différemment, par exemple. Donc là, tout le monde va calculer les effectifs, les accidents du travail, les émissions de CO2 de la même manière. Donc c'est normé, c'est audité et ça va être accessible grâce à la digitalisation. Je ne sais pas si ça répond à la question parce que je suis... J'ai l'impression. J'ai passé une autre question sur SFDR. Oui, j'avais une question sur le fait que le SFDR étant antérieur, est-ce que c'était une vraie source de progrès dans le reporting, la CSRD, en termes de comparabilité entre les acteurs financiers? Typiquement, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est que le lien aujourd'hui entre SFDR et CSRD est assez ténu. SFDR a beaucoup de défauts, c'est pour ça qu'il y a une potentielle révision, mais il a une grande force, c'est qu'il oblige à la transparence de l'ensemble des produits financiers et des asset managers sur ces sujets. Il a permis quasiment en un claquement de doigts que l'ensemble des fonds se positionnent sur leur ambition en matière de durabilité. Ce qui là-dessus est assez exceptionnel. Donc ça, je pense que s'il y a une réforme de SFDR, et pour rejoindre son point tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas détricoter toute la machine, c'est quelque chose de très important. C'est que l'ensemble des fonds, y compris ceux qui sont aujourd'hui classés article 6, ait une redevabilité certaine dans une optique de comparabilité, justement, de discloser sur leur exposition aux risques, aux opportunités de durabilité. Après, la façon dont ce disclosure est faite, aujourd'hui, on va revenir encore sur les cahiers, on a déjà pas mal parlé, mais il y a des choses à faire pour que le risque réel ou les opportunités réelles d'un produit, que ce soit en termes d'alignement taxonomique, c'est déjà le cas pour article 9, que ce soit l'exposition à des secteurs à risque, que ce soit justement les risques rattachés à ces secteurs, et ça c'est des informations qu'on peut trouver dans le reporting CSRD des entreprises, voilà, qu'il y ait de l'info plus matérielle qui remonte, qu'on ne soit pas que sur de l'information sur comme asset manager, comment est-ce que vous pilotez, vous managez votre risque ESG sur tel ou tel produit, ou au niveau même carrément entité, ou en général on aboutit à une information qui est très générique, pas très spécifique, et qui donne pas forcément de l'information à l'investisseur final, à l'investisseur institutionnel, ou même à l'investisseur retail, si tant est qu'il soit capable de la lire, sur ok, là le produit que j'achète, il est vraiment exposé à quel type de risque ESG, comment vous les mitigez, pardon, je vais lui formuler, comment vous les pilotez, etc., etc. Donc il y a un gros boulot à faire, mais il y a un socle très très fort au niveau de SFDR qu'il faut pas détricoter. Si on peut quand même faire passer quelques minutes, 5 minutes sur la SFDR, parce que SFDR, c'est ce qui a obligé la CSRD à arriver à 1100 points, data point. C'est parce que à chaque fois, on avait les autorités de supervision, l'ESMA ou le BA européenne, donc les autorités de supervision des entreprises, le côté, l'ESMA, c'est l'AMF européenne, ou le BA, c'est l'équivalent de superviseur, une autorité de supervision bancaire. Et donc, ces gens-là nous disaient, mais il faut absolument qu'il y ait tous les data points pour nourrir les PAI. Alors, les PAI, j'ai parlé des 14 PAI obligatoires, mais vous avez 50 autres PAI qui sont dans lesquels les investisseurs peuvent sélectionner 2 indicateurs optionnels, doivent sélectionner. Le problème, c'est comme chaque fonds d'investissement a de multiples investisseurs, ce qu'on appelle les general et les limited partners, et donc les limited partners, ils choisissent des indicateurs PAI optionnels différents. Donc à la fin, si vous avez 10 investisseurs qui choisissent 10 fois des binômes d'indicateurs différents, vous avez 14 plus 2 fois 10, 20 autres. Et donc à la fin,
ça rend obligatoire les 50 API optionnels. Donc moi, je serais beaucoup plus critique que toi vis-à- de SFDR. SFDR, il faut conserver l'idée de la transparence, mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, les rapports de SFDR sont inexploitables. Ah, mais je partage ton point. C'est-à-dire que la classification à laquelle aboutit SFDR et les principes qui l'animent sont à conserver. Après, sur la nature des disclosures qui sont à faire pour qu'elles soient vraiment utiles aux investisseurs finaux, clairement, il y a beaucoup de choses à revoir. Alors, le problème principal pour moi de SFDR, ça a été de ne pas choisir entre transparence et labellisation. Et donc, les articles... C'était pas censé être un texte de labellisation au départ, c'était bien le sujet. Enfin, la logique de SFDR, au départ, c'est quoi? C'est de dire... Vous devez apporter de la transparence aux investisseurs finaux sur les caractéristiques de durabilité, notamment les risques, notamment les impacts négatifs, multiple adverse impact. Et par ailleurs, quand vous avez des fonds qui ont des... Alors, je ne sais de pas faire trop d'anglicisme, qui ont des velléités d'avoir des caractéristiques ESG, voire un objectif d'investissement durable, il faut que vous en montriez plus que les autres pour voir ce qu'il y a sous le capot et s'assurer que vous ne fassiez pas du greenwashing. Mais l'objectif de départ est plus un objectif de transparence dans une optique de réallocation des capitaux et pas un objectif de lutte contre le greenwashing. Mais on a eu un petit peu un mix de ça qui s'est inséré avec la constitution des articles 8 et 9 qui n'a pas... Je sais pas si je peux aller jusqu'à dire que ça a détourné SFDR de son ambition initiale, mais au départ, c'est pas un texte de lutte contre le greenwashing. Mais est-ce que, étant entendu qu'il faut améliorer les textes pour des raisons que vous venez d'évoquer, si on les améliore, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'édifice est suffisant pour réorienter les flux financiers vers la transition? Voilà, c'est la question. Est-ce que la transparence suffit à être un incitatif suffisant pour louer? Non, mais il faut répondre oui à votre question. Bien entendu que non, mais la transparence, on va y revenir tout à l'heure sur la CS3D, mais la transparence, c'est ce qui permet de connaître les problèmes et de travailler dessus en partenariat avec les investisseurs vont travailler en partenariat avec les corporates pour leur dire améliorez-vous, mais si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas vous améliorer. Et ensuite, c'est la même chose entre les corporates et leurs sous-traitants et leurs fournisseurs. Donc cette chaîne-là, la force, la puissance d'une réglementation sur la transparence est incroyable. Alors après la CS3D va apporter des sanctions, la partie juridique. Mais déjà, avoir la transparence, c'est indispensable. Donc, les principes, ils sont bons. Il y a eu une grosse consultation en juin dernier sur SFDR, lancée par l'ESMA. Et donc, on va voir comment ils traitent les réponses. Mais pour ce qui est de la France, l'ANC a apporté une réponse qui est assez importante en 3 points principaux. Si je peux me permettre d'exposer ça, puis je suis intéressé d'avoir tes réactions sur ces sujets. Le premier sujet, c'est les sociétés de gestion sont des entreprises comme d'autres, et donc il y avait un niveau de transparence au niveau de la société de gestion, donc dans la SFDR. Il se trouve que dans la CSRD, les sociétés de gestion, c'est aussi un secteur d'activité. Donc il y a en ce moment des groupes de travail à l'EFRAG qui sont en train de préparer le standard de reporting pour les sociétés de gestion. Donc là, on est en overlap à 100%. C'est-à-dire qu'il va falloir décider si ce sont les normes de l'EFRAG qui s'imposent ou si c'est l'article 4 de la SFDR qui s'impose. Donc, moi, étant membre de l'EFRAG, je suis favorable à ce que ce soit plutôt une approche sectorielle, une approche de l'EFRAG et qu'on élimine l'article 4. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il porte sur les PAI. Donc, j'ai parlé des 14 plus 50, on est à peu près 70 indicateurs. Nous, on considère qu'il en faudrait 4. 4. Donc ça change radicalement. Pourquoi? Parce que l'idée utopique qu'ont eu un certain nombre d'acteurs de vouloir, par exemple, consolider les objectifs de réduction des émissions de carbone des corporates dans lesquels les entreprises, les investisseurs ont investi, elle ne fonctionne pas techniquement. Pourquoi? Parce que les objectifs de réduction, ils peuvent être sur des périmètres différents, sur des scopes différents, à des horizons de temps différents,
exprimé en valeur absolue ou en intensité. Donc il y a tellement de cas différents selon les secteurs que l'agrégé au niveau d'un produit financier ou d'une société de gestion, ça n'est pas possible. Donc les 4 indicateurs que la place française a proposés, parce que ça a été fait avec l'ensemble des parties prenantes, c'est l'intensité carbone des portefeuilles d'investissement. Donc ça reste l'intensité, c'est le rapport entre les émissions de carbone scope 1, 2 et 3 divisé par les revenus, enfin le chiffre d'affaires des entreprises dans lesquelles vous investissez. Donc c'est l'intensité carbone par rapport aux millions d'euros investis. Donc ça, du coup, le dénominateur est commun et on peut le consolider. Donc alors, ça n'a pas toujours du sens, mais ce serait un indicateur facile et accessible. Le deuxième, c'est la part des investissements dans le fossile. Aujourd'hui, si on n'a pas un moratoire sur les investissements dans le fossile, oui, il y a le Guyana en ce moment qui est en train de découvrir des nouveaux champs pétroliers offshore. Alors, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faudra qu'il y ait un moratoire. Donc, pour avoir, d'ailleurs, c'est un des critères, un des résultats de la dernière COP à Dubaï, c'était de dire il faut mesurer combien les grands majors pétroliers investissent dans le nouveau l'exploration-production. Donc, et ce chiffre-là est demandé par la CSRD. C'est ce qu'on peut appeler les brown capex, donc les investissements marrons, qui ne sont pas normés, mais bon, on sait à peu près quand même dans le fossile, on sait que c'est marron. Et donc, calculer un pourcentage d'investissement dans le fossile à l'échelle d'un produit financier, ça c'est facile et c'est quand même significatif. Ensuite, on pourrait avoir le pourcentage des AUM, donc des assets under management, donc des actifs investis, en fonction de la taxonomie verte. Quelle est la part donc ça c'est le green asset ratio, quelle est la part d'investissement dans les entreprises qui sont vertes. Et puis donc on pourrait créer la même chose sur le social, même si là c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas encore de taxonomie sociale. Donc ça c'est le deuxième point, c'est réduire à 4 les indicateurs. Et le troisième point, c'est cette fameuse, c'est les produits financiers. Nous, les classifications, les catégories de produits financiers. Donc l'article 8 et 9 ne sont pas définis, donc c'est devenu une espèce de label mal défini, et donc il faudrait le redéfinir. Et donc ce que la France a proposé, je pense en accord avec l'AFG et donc avec normalement vous, tu vas réagir. Je suis classe manager. En tout cas les financiers, les investisseurs. Ces 3 catégories de produits, il y aurait les pratiques responsables minimales, c'est-à-dire, bon, ça c'est pour les produits financiers dont les gestionnaires décident simplement d'avoir une politique d'investissement sur le climat ou la biodiversité, par exemple, ou éventuellement sociale. Donc ça, ce serait un peu tout le monde serait, tous les produits financiers seraient quasiment on pourrait accéder à cette catégorie-là. Il y a une catégorie qui est plutôt la contribution à la durabilité qui serait basée sur un pourcentage minimal du taxonomie verte, aligné taxonomie verte. Donc ça, c'est aussi assez simple. Donc, si vous investissez que dans des entreprises ENR, évidemment, vous contribuez à la durabilité. Et puis le dernier, c'est la transition, c'est les produits de transition, c'est-à-dire les produits qui financent des entreprises qui ont un plan de transition climat conforme à CSRD. Donc ça ne veut pas dire qu'il soit forcément aligné 1,5 degré, mais qu'il y a un business plan qui démontre le financement à 5 ans des actions de décarbonation avec un objectif quand même qui soit comparé à minima avec ce que serait un objectif 1,5 degré. Donc cette transition, ce critère-là, ça pourrait être un produit qui à mon avis serait facile à construire, à suivre, à piloter et qui aurait beaucoup de sens. Ouais. Je pense qu'on aura le temps de réagir sur tout ça, mais sinon je peux le faire plus tard. Non, en 2 mots rapidement sur le régime de transparence de SFDR. Il y a besoin de le réformer, c'est sûr, et il est capital, il est la base de SFDR, autant que ce qui est devenu aujourd'hui, ce que tout le monde voit, c'est la classification des fonds. Sur le fait de dire au niveau du reporting entité, est-ce que c'est CSRD ou est-ce qu'on garde certaines caractéristiques ou pas, clairement, il y a beaucoup de choses qui ont vocation à aller dans CSRD. Je pense aux politiques de rémunération, par exemple, en fonction de critères ESG, etc. C'est des choses qu'on va retrouver dans la CSRD, qui sont pas forcément demandées par les clients finaux des investisseurs, des asset managers.
En revanche, se pose quand même quelques problématiques. C'est le niveau de consolidation du reporting. Si un client investisseur institutionnel veut avoir des informations sur un asset manager et qu'on lui donne le reporting group dans lequel se noie le asset manager auquel il fait face, c'est pas forcément l'info dont il aura besoin. Et il y a des informations du type politique de vote, répartition justement des fonds d'un asset manager par catégorie, quelle que soit celle l'article 8.9 ou la future, telle qu'elle se redéfinira sur la base d'article 8.9 ou complètement nouvelle, on ne sait pas encore. Ça, c'est des informations, ou sur la politique de gestion des risques au global. Il y a des informations qui peuvent rester pertinentes à un niveau entité. Après, mais je te rejoins sur le fait que, voilà, il faut revoir complètement les PAI, en avoir moins, seulement certains significatifs, sur des sujets fossiles, sur des sujets taxonomie, etc. Et après, c'est surtout l'information au niveau produit qu'il faudra revoir. Je m'arrête là parce que je sens qu'on a plein d'autres sujets et que vous bouillonnez de nous poser 1000 questions. On sortira bientôt un papier sur le sujet, j'espère, où on aura plein d'idées qu'on pourra discuter. Eric, pareil. Mais voilà. Moi, je suis favorable à garder, enfin, l'ANC est favorable à garder un niveau de transparence au niveau de la société de gestion et évidemment de la transparence au niveau des produits. Et c'est là, c'est surtout au niveau des produits que c'est capital. Ce que j'ai évoqué, c'était au niveau des produits. Et si je dis juste une petite parenthèse en plus qui me semble important et qu'on n'a pas forcément beaucoup retrouvé dans les réponses à la consultation, justement, c'est de conserver la lisibilité du marché avec une approche assez hiérarchisée. En fait, article 6, 8, 9, ils sont très mal définis, avec un article 8 qui est pléthorique, où on a des extrêmes en termes de qualité, ESG, etc. En revanche, et même dans l'article 9, mais dans un peu moins maintenant, dans une moindre mesure. Ce qui est intéressant, c'est que si tout le monde ne sait pas ce qu'il y a dedans, tout le monde a compris que ça suppose une hiérarchisation. C'est des choses qu'on retrouve pas aujourd'hui, par exemple, dans les propositions de labels au UK, dans les labels volontaires de SDR, tout est à plat. Alors que avoir quand même une notion de niveau d'ambition du fonds sur ce qu'il veut vraiment financer, sur ce qu'il apporte, je trouve que ça c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut pas perdre. Et encore une fois, le fait de devoir avoir une obligation de transparence pour tout le monde et pas seulement pour les fonds qui ont des claims ESG. Et ça, c'est capital en termes de comparabilité. Il ne faut pas le perdre dans la réforme SSDR. Et bien, quand vous voulez expliquer à un épargnant individuel, est-ce que vous voulez investir dans tel fonds, fonds article 8 ou 9, c'est incompréhensible. Alors que si vous lui dites, est-ce que vous voulez investir dans un fonds transition ou dans un fonds qui a une contribution d'ores et déjà, ça nous paraît plus simple et plus clair. Et en tout cas, il faudrait le normer et le définir. Et donc, ça, c'est des choses qui sont incontournables. Ouais, je voulais qu'on parle aussi de la CSR3D. Oui, c'est super important parce que CFDR, c'est elle qui a obligé la CSRD à être aussi large. Donc, une fois qu'on dans l'ordre, ce qu'il y a sur la planche de la commission pour les 5 années à venir, c'est réformer la finance durable et dont la SFDR pour pouvoir ensuite simplifier les ESR. Ouais, on va utiliser un autre sigle du coup, la CS3D, désolée. Donc c'est la directive sur le devoir de vigilance. En fait, elle fait aussi partie de ce paquet législatif parce que elle est importante pour la CSRD pour activer un peu la mise en œuvre. Donc, quel est justement le lien entre CSRD et CS3D? Qu'est-ce qui était la logique en fait? Pourquoi on a fait une directive sur le devoir de vigilance en plus? Et aussi, donc, elle n'est pas encore, elle aurait déjà dû être adoptée, on va dire, mais elle n'est pas encore adoptée parce que ça a été assez compliqué au niveau des États qui ont, de dernière minute, ont voulu dire qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur la portée, les seuils, plein de sujets en fait qui ont été un peu rabaissés. Et du coup là, ça devrait être ça va passer au Parlement européen en avril et donc on verra. Il y a encore plusieurs étapes pour voir si ça sera vraiment adopté. Et on connaît pas encore la version tout à fait finale, même si on a déjà un texte. Mais en tout cas, on sait que la CS3D déjà, elle a été un peu diminuée par rapport à l'ambition d'origine. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, il va y avoir des incohérences par rapport à la CSRD, puisque c'est plus les mêmes seuils qui vont s'appliquer. Comment ça va s'articuler entre les deux? J'ajouterai une question qui vient à nos participants, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de la CS3D qui apportait les sanctions. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Effectivement. Donc, ça va répondre à la question sur la cohérence. Donc, sincèrement, les ESRS et donc la CSRD ont été construits en permanence avec l'idée de la CS3D en tête. Donc, la cohérence, elle va être excellente entre CS3D et CSRD. Même si le fait que le périmètre d'application, le champ d'application soit différent n'est pas un sujet. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la CSRD, c'est la transparence. Et d'ailleurs, toute la finance durable, c'est basé sur la transparence. Donc ça, c'est indispensable. Il faut connaître c'est structurant. Il faut connaître les risques, pouvoir accompagner le changement, soit dans les entreprises financées, soit dans la chaîne de fournisseurs. Première chose. Et ensuite, donc ça peut être une première incitation. Donc les entreprises, elles ont intérêt, si elles veulent continuer à être financées, à se transformer, à effectuer la transition. Et puis la couche CS3D, c'est la couche juridique qui va sanctionner. Donc, qui va dire attention, si vous ne prenez pas en compte, si vous n'êtes pas vigilant, parce que c'est un devoir de vigilance européen. Donc déjà pour nous Français, c'est excellent parce que ça met tout le monde, ça harmonise les obligations françaises avec les autres pays européens. Enfin, ça oblige les autres pays européens plutôt à s'aligner sur nous. Donc c'est très bien. L'Allemagne l'avait déjà fait. Donc la vigilance, ça veut dire quoi? C'est l'identification, la prévention et l'atténuation des risques sur les droits humains et sur l'environnement. Donc ça couvre là en gros les sujets ESG, il n'y a pas le G, mais ça couvre tous les autres sujets. Et c'est dans la chaîne de valeur amont. Donc, alors pour les banquiers et les investisseurs, je crois que ça va finir par exclure les contreparties financières, parce que là c'est plutôt des clients et non pas des fournisseurs. Donc la chaîne de valeur amont, c'est auprès des fournisseurs. Alors les seuils ont été remontés. C'est pas grave parce que si vous voulez, la CSRD, une des critiques objectives qu'on peut lui faire, c'est qu'elle descend jusqu'à 250 personnes employées. C'est quand même très petit, en fait. Les impacts d'une entreprise de 250 personnes, sont quand même limités. Ne serait-ce que sur le plan social, quand vous employez 100 personnes, ça descend jusqu'à aujourd'hui. On a des tests sur les normes pour les PME. Moi, je discute avec des entreprises de plasturgie qui ont 12 personnes, quoi. Donc, quand je regarde les enjeux, tout ça pour ça, ça sert à rien, franchement. Donc, les seuils sont un peu bas. Donc là, les seuils ont été remontés. On est en rythme de croisière, on sera à 1000 employés et 450 millions de chiffre d'affaires au niveau mondial. Pour la CS3D, ouais. Donc ça, c'est quand même assez bas. Alors, effectivement, c'est dans 5 ans, donc ce ne sera pas avant 2029. Et on va commencer par un seuil à 5000 employés dans 3 ans, 5000 employés et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et donc, si vous voulez que les sanctions arrivent, donc les entreprises qui ne répondront pas correctement au devoir de vigilance pourront voir leur responsabilité engagée, responsabilité civile notamment, donc il pourra y avoir des procès, c'est déjà un peu ce qu'on connaît en France sur le devoir de vigilance, des procès, puis il y aura une autorité par pays, par État membre, de suivi de l'application de la CS3D avec des possibilités de sanctions qui pourraient aller jusqu'à un pourcentage du chiffre d'affaires si l'atténuation, la prévention et l'atténuation de ces risques n'est pas mise en œuvre. Donc, à la fois dans l'entreprise, ses filiales et sa chaîne de fournisseurs. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, que la sanction arrive que pour les plus grosses entreprises, sincèrement, ça ne me choque pas parce que, alors, déjà, sur le périmètre, pour les PME ou les plus petites entreprises, en général, elles ont des filiales en Europe. Donc, on a déjà un droit social et environnemental dans tous les pays européens, ce sont les acquis européens qui sont très élevés. Donc, le seul problème, c'est plutôt dans les fournisseurs, dans les pays émergents. Et sincèrement, la chaîne de fournisseurs, les achats, le montant des achats des PME sont quand même plus faibles. C'est plutôt les grands groupes qui ont des grandes chaînes de valeur et qui achètent des milliards dans ces pays émergents. Donc voilà, que les sanctions ne couvrent pas. Tout le monde a la transparence et les sanctions, ça couvre les plus grandes entreprises. Ça me paraît complètement logique et cohérent. Mais par raison sur les plans de transition climatique, est-ce que ça va concerner Alors, effectivement, dans la devoir de vigilance, vous avez raison de le souligner, il y a plusieurs sujets. Il y a j'ai parlé de la prévention, l'atténuation des risques, mais il y a également tout ce qui est les mécanismes d'alerte. Il faut que chaque entreprise mette en place un mécanisme d'alerte sur ces risques sociaux et environnementaux. Il y a également une obligation de publier un plan de transition
compatible 1,5 degré. Alors, j'attire l'attention, je le dis à chaque fois, mais compatible ne veut pas dire aligné. Et dans la CSRD et les ESRS, c'est compatible. Compatible, ça veut dire comparé à ce que serait un objectif 1,5 degré. Parce qu'aujourd'hui, ça va se traduire comment la différence entre compatible et... C'est juste, en fait, vous avez une courbe de décroissance de vos émissions et donc on demande à l'entreprise de positionner ce que serait un objectif aligné 1,5 degré. Donc ça peut être au-dessus ou en dessous, mais il n'y a pas d'obligation que l'atterrissage de l'entreprise en 2030 soit au-dessus ou en dessous. Évidemment, on souhaite tous qu'il soit plutôt en dessous, mais par contre, il y a tellement d'écarts sectoriels entre plusieurs secteurs que ça n'est pas possible de dire, et aujourd'hui les pouvoirs publics n'ont pas fourni les éléments méthodologiques pour pouvoir dire telle entreprise de tel secteur, elle est alignée 1,5 si elle arrive à temps en émissions de gaz à effet de serre. Donc comme cette référence elle est contestable, juridiquement, il y a une vraie nuance entre compatible et aligné. Et donc on a fait en sorte, voilà, je vous disais que c'est cohérent, CS3D utilise le même vocabulaire que CSRD et ESRS, à savoir c'est le mot compatible et non pas aligné. Donc compatible, ça veut juste dire vous avez une obligation, dans CS3D, vous avez une obligation de produire un plan de transition, mais il doit être juste comparé, enfin, l'atterrissage, l'objectif de réduction doit être comparé à ce que serait des émissions alignées avec 1,5 degré. Sachant que ce qu'on veut dire, c'est que scientifiquement et dans la réglementation officielle, on n'a pas de déclinaison de l'alignement 1,5 à l'échelle d'une entreprise. On l'a uniquement au niveau des pays. Donc la BCE demande aux banques un plan de transition aligné. Eh bien, elle se trompe. Et donc moi, je le dis haut et fort, je l'ai dit, c'est 3 ans que je le dis à l'EBA et à la BCE, il faut qu'ils s'alignent. Et donc, on a réussi à le faire sur la CS3D, on n'a pas encore réussi à le faire sur le pilier 3, et ça fait partie des réformes qu'il faudra mener. Ou alors, il faut que l'Europe prenne ses responsabilités et alloue le reste à émettre par secteur. Tant qu'on n'a pas cette information-là, on ne peut pas aligner des entreprises sur 1,5 degré. Donc, il faut faire des choses qui soient réalistes. Sinon, ça ne marche pas. Vous vouliez réagir aussi sur la CS3D Non, je crois que Eric a dit à peu près ce que je voulais dire sur le côté verre à moitié plein, dans le sens où CS3D crante l'obligation de faire, et ça donne aussi par capillarité quasiment, hein, pour ceux qui ont l'obligation de transparence sur un scope beaucoup plus large, la ligne à suivre. Il y a quand même, CSRD n'est pas une obligation de faire, c'est une obligation de discloser, mais il y a quand même un fort encouragement à faire dans le côté où quand on ne fait pas, il faut le dire qu'on ne fait pas et expliquer quand est-ce qu'on fera, tant que le sujet soit matériel. Puis on sera audité aussi. Alors, ce qui sera audité, au départ, c'est le process du reporting. Ensuite, c'est seulement à partir de 2028 qu'on va voir si on arrive à auditer le contenu du sujet. Si du fait, à travers la CSRD, ce sera... À travers la CSRD, mais juste quand j'ai des sanctions, j'ai parlé des sanctions avec les autorités de supervision, mais la première sanction qu'une entreprise peut avoir, c'est de rompre ses relations commerciales ou d'affaires avec un partenaire. C'est ça. Et donc ça, quand vous êtes une PME, ou un sous-traitant, ou un fournisseur, bah, c'est juste clé, quoi. J'aurais peut-être une question pour conclure avant de laisser Emmanuel poser les questions des participants. Alors, on a beaucoup évoqué ce qui pourrait constituer le mandat de la prochaine commission. J'espère que c'est la peine d'y revenir avant qu'il y ait des choses qui vous semblent importantes à mentionner. Vous avez mentionné l'extraterritorialité tout à l'heure. C'est peut-être un point qu'on peut aborder en conclusion, de savoir dans quelle mesure tout l'édifice qu'on est en train de construire en Europe contribue à faire bouger ou pas les lignes dans le monde, surtout dans un contexte de fort retour de bâton aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Il y en a au moins 3. Est-ce que les principes sont les bons aujourd'hui pour faire bouger les flux financiers vers la transition? Je pense qu'on a déjà parlé beaucoup. Il y a des choses où c'est un petit peu trop tôt pour le dire, parce que tout n'est pas en place, déjà. Et quelle est ta réponse?
Enfin, moi, je considère que les principes des trois réglementations sont les principes sont bons. Si on dans la mise en œuvre, il y a encore un peu de fine-tuning à faire pour que ça fonctionne. Si la mise en œuvre, si ça est réalisé, sincèrement, ça va faire, ça va réussir. C'est-à-dire que tout y est, faut des ajustements, de l'huile dans les rouages, des ajustements des incohérences pour que ça puisse fonctionner. Et le délai de mise en œuvre, parce que forcément, ça se fait pas en un claquement de doigts overnight. Après, est-ce que dans les faits, aujourd'hui, on observe déjà que ça bouge? Ça dépend de ce qu'on mesure. Alors, je vais pas revenir encore sur SFDR, mais voilà, qu'est-ce qu'un flux d'investissement durable? Comment est-ce qu'on voit que dans l'économie réelle, ça s'oriente vers des actifs nouveaux, plus durables, plus en lien avec la taxonomie ou autre chose? Il y a des questions de classification et de définition de ce qui est mesuré. Et je voulais signaler là-dessus qu'il y a des initiatives de la plateforme Finance Durable, donc qui accompagne la Commission sur le suivi de la taxonomie, qui est en cours de publication, qui a été mandatée pour publier un rapport sur la mesure des flots, en fait, du Green Deal. Ils vont faire un monitoring des flots de capital là-dessus et ils publient aujourd'hui un rapport intermédiaire. Il y a un webinaire à 14h sur le sujet. Et donc, l'idée, c'est de mesurer les flots d'investissement pour mesurer le gap par rapport aux objectifs du Green Deal. Ils développaient un modèle pour le faire. Donc, ils repartent de données de l'économie réelle, à l'échelle des entreprises, y compris de la mesure des financements de transition, des données liées aux instruments financiers, des données liées à SFDR, etc., etc. Et ils essaient de commencer à élaborer une méthodologie pour voir déjà comment ça bouge, et alors après, ensuite, arriver à isoler quelle est la part qui vient de notre corpus de réglementaire dont on discute depuis une heure. Ça, c'est encore une autre paire de manches, mais en tout cas, en termes d'analyse de l'efficacité de la politique publique, il y a des choses qui sont en train de commencer à se faire. J'oublie quelque chose, mais oui, voilà, et sur la dimension extraterritoriale, ça, je pense, on est d'accord là-dessus avec Eric, c'est un des principaux succès de la démarche de CSRD. Je pense que tout le monde n'a pas mesuré, en fait, au départ, à quel point la CSRD a une dimension extraterritoriale. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de webinaires où on présentait... Et la CS3D aussi. Et la CS3D aussi, mais comme elle n'est pas encore adoptée, un des meilleurs indicateurs pour le mesurer, c'est le nombre de contre-lobbies qu'il y a pu y avoir d'entreprises non européennes sur le sujet. Mais rien que, par exemple, aux États-Unis, je crois que la CSRD, je pense que ton contrôle Eric, c'est près de 3000 entreprises qui vont être concernées. Et c'est assez intéressant de voir que tous les régulateurs bouge à partir du corpus européen. Qui dans mon travail quotidien, on surveille tout ce qui se passe essentiellement en Europe, mais du coup aussi ailleurs. On voit bien que la SEC, alors ça n'a pas forcément abouti aux résultats escomptés, mais pour essayer de convaincre des entreprises que reporter sur le scope 3 c'était important, ils ont dit si vous ne le faites pas, de toute façon, vous faites à partir du moment où vous avez un certain niveau de présence en Europe, que ce soit aujourd'hui parce que vous avez une filiale qui est cotée ou parce qu'en 2028 vous allez avoir un certain niveau de chiffre d'affaires et de présence sur le continent, vous allez être soumis à CSRD et ce sera pas une équivalence et donc ce sera selon les règles européennes et pas selon les règles américaines. Donc vous auriez plutôt intérêt à ce qu'on fasse quelque chose au niveau américain, comme ça ce sera notre façon de faire, etc., etc. Aujourd'hui, les bourses chinoises ont poussé pour des critères de disclosure en affirmant un principe de double matérialité, ce qui n'était quand même pas complètement gagné au départ. Voilà, enfin je sais pas si tu veux compléter, mais là-dessus on voit que ça fait bouger les lignes beaucoup. Peut-être sur l'extraterritorialité, donc pour mémoire, hein, dans la CSRD, à partir de l'exercice 2028, les entreprises non européennes qui réalisent plus de 150 millions de chiffres d'affaires en Europe seront soumises à une norme ESRS, alors qui sera plus simple que les normes applicables aux entreprises européennes, mais donc c'est les fameuses 3000 entreprises dont tu parlais là, et donc ça concerne beaucoup de monde. Donc là, on a énormément de questions de gens, et tu as très bien décrit le mécanisme qui est à l'œuvre dans les autres juridictions qui se disent oulala, de toute manière elles vont devoir le faire. En fait, on fait ce que les Américains nous ont fait à nous Européens en matière de lutte contre la corruption. On est en train de le faire sur l'ESG. Donc on impose aux autres nos règles. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Alors, il y aura du lobbying encore d'ici 2028. La CS3D, c'est quand même l'objectif, c'est d'aller au-delà des filiales européennes. Et c'est des filiales partout dans le monde, et c'est les fournisseurs partout dans le monde. Donc, si vous voulez, ça envoie un message avec le risque de rompre les relations s'il y a des gestions environnementales et sociales qui ne sont pas au niveau. Donc ça oblige tout le monde à bouger, et effectivement,
Alors, moi, ayant travaillé sur le climat, je reçois, en tant que membre de l'EFRAG, un nombre de contacts et de demandes de toutes les juridictions, la Corée, le Japon, l'Inde, la Chine, les États-Unis, évidemment, le Brésil, toutes ces juridictions sont en train de bouger. Et donc, le grand succès de la CSRD et du Green Deal, c'est par exemple d'avoir mis en mouvement les IFRS. Donc, les IFRS sont en train de courir après l'Europe avec l'ISSB pour essayer de faire des choses qui vont également dans cette direction-là, pour occuper le terrain également. Hein. Donc, et nous, l'Europe est très en soutien de ce que proposent les IFRS et les SSB, parce qu'on a évidemment intérêt à ce que, le seul objectif de tout ça, le principal objectif, c'est pas d'être vertueux en Europe, parce que si on est vertueux en Europe tout seul, on va faire comme la France après le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire qu'on se met un peu des boulets, parce que tout ça, ça coûte de l'argent, et donc il faut que l'Europe tire tout le monde, et il faut que tout le monde suive. Et donc l'objectif, et l'Europe est la bonne zone d'influence. Quand l'Europe bouge, l'Europe c'est la plus gros marché en termes de débouché mondial. Donc quand l'Europe bouge, ça fait bouger tout le monde, ça entraîne tout le monde. Quand la France bouge, on bouge tout seul, on se retourne, il n'y a plus personne derrière. Donc ça c'est le grand problème du Grenelle de l'environnement. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par dire le Green Deal c'est un enfant du Grenelle de l'environnement, donc ça a au moins servi à ça. Et du coup les entreprises. C'est un enfant, l'article 73. Cocorico. Non mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est pas pour rien que Patrice de Cambourg et le vigilance aussi. Il nous reste très exactement 15 minutes. On a un certain nombre de questions qui reviennent parfois sur des sujets que vous avez déjà évoqués ou des petites demandes de précision. Il y avait une question notamment sur le fait que est-ce qu'il existait des écarts significatifs dans les transpositions nationales et la directive CSRD? Auquel cas, quelle réglementation s'impose? Est-ce que c'est le texte européen ou est-ce que c'est le texte du pays, sachant que une entreprise peut avoir des implantations dans différents pays? Donc dans ce cas, comment elle fait? Alors, malheureusement, on est en ce moment confronté à un problème de transposition de la CSRD. On a même des pays comme la Suède qui menacent de différer d'un an. Donc, il y a très peu de marge de manœuvre dans la transposition de la CSRD. Tu l'as expliqué tout à l'heure. C'est intéressant. Ouais. Il y en a un peu. Mais il y en a un petit peu. Donc la France est le premier pays à avoir transposé en décembre dernier, et l'Europe aujourd'hui est un peu inquiète. Enfin, la Commission commence à mettre un peu la pression sur les autres pays pour que cette transposition ait lieu dans les délais, c'est-à-dire avant le 30 juin de cette année. Donc là, il reste un trimestre. Donc c'est un de nos soucis dans le contexte des élections européennes qui sont un peu normes bashing ou réglementation bashing. En fait, la réalité quand on est un vrai technicien, ingénieur du changement, il y a normes et normes. Hein. Donc, il y a des normes qui sont utiles et il faut les préserver, et il y a des normes qui, effectivement, sont redondantes, etc. C'est tout le travail de remise à plat qu'on vient d'évoquer sur la partie transparence. Mais il y a plein d'autres normes qui sont, dans le domaine agricole, c'est d'autres sujets, quoi. Donc, là-dessus, il y a peut-être un décalage entre, quand on a l'ensemble du tableau, on se dit, bon, il y a des améliorations à apporter, c'est sûr, mais globalement, on va dans la bonne direction. Et après, la perception de terrain, où c'est quand même souvent perçu comme un exercice de conformité lourd, coûteux, etc. Et donc, il faut arriver à réconcilier ces deux dimensions dans les années à venir, et ça, c'est un des enjeux. Là-dessus, il faut vraiment rappeler, si c'est pas clair pour tout le monde, l'ANC n'arrête pas de le dire, mais la CSRD, c'est un outil de pilotage de la transition, ça n'est pas un outil de conformité. Exactement. Donc, quand vous vous posez la question, est-ce que cette information-là, quand vous êtes en train de réfléchir à une information à publier, posez-vous la question, est-ce que cette information est utile pour piloter la transition? Si elle n'est pas utile, on l'écarte. Donc, il ne faut pas se noyer dans la technicité. Quand je parle de normes bashing, sincèrement, les ESRS sont rédigés de façon absconce. C'est-à-dire que on a voulu, peu importe qui, mais donc on a voulu copier les IFRS. Les IFRS financières sont complexes, et donc on a rapatrié de la complexité dans la normalisation de durabilité européenne, ce qui n'était pas obligatoire. Donc je vous engage à lire le guide de l'ANC, qui lui est écrit en français compréhensible et avec des mots simples, et donc ce sera
C'est facile. Si les transpositions diffèrent un peu, les normes SRS vont s'appliquer. Donc, de toute façon, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, je ne pense pas que ça soit vraiment complètement différent selon les pays. Oui. Les options, c'est principalement sur la manière d'auditer. Et donc là, ce qui va aussi dans les chantiers, hein, tout à l'heure, on parlait du mandat de la prochaine commission. Moi, je considère que tout le système de transparence européen ne marchera pas avant 5 ans. Déjà, il faut remettre à plat la finance durable, simplifier les ESRS. Vous savez que dans les ESRS, il faut rajouter la couche sectorielle qui doit venir à partir de 2026. Donc, sincèrement, on ne sera pas prêt avant 2028. Donc, c'est à partir de 2028 qu'on va voir vraiment les flux financiers basculer sur la transition. Mais trop tardif, mais c'est comme ça. Je rejoins ton point sur l'importance pour ça aussi de remettre à plat, ouvrir le débat SEDR ou même sur pilier 3, etc. Mais globalement, pour donner un exemple assez concret, nous on se retrouve comme banque avec des clients qui nous disent bon alors là dans mon reporting CSRD, vous en voulez combien de PAI, vous voulez quoi, etc. On dit prenez ceux qui sont matériels, mais dans la mesure où il y a une obligation de reporting derrière qui pèse, qui n'est pas forcément filtrée par la matérialité, ça aboutit quand même à des logiques parfois tick the box que personne ne veut, qui sont dramatiques et contre lesquelles il faut effectivement trouver des solutions pour que l'idée c'est vraiment d'obtenir une info utile qui permette de faire des choix d'allocation, de financement, d'investissement vers des actifs qui vont vers la transition. Vous parlez de Natixis, justement, il y a une question sur comment vous allez engager la mise en œuvre de la CSRD. Comme toutes les entreprises qui doivent faire leur reporting sur le sujet, avec des gap analyses sur ce qui se faisait avant, sur la matérialité, etc. Alors, je suis pas du tout en charge de ce sujet, donc je me garderai de répondre à la place de mes collègues, mais je pourrais quand même réagir sur tous les acteurs financiers, que ce soit les sociétés de gestion, les banques, les assurances. Sincèrement, il ne faut pas se précipiter sur la CSRD en ce moment, puisque ce sont des secteurs tellement spécifiques. Ce sont les travaux sectoriels pour ces 3 secteurs qui seront clés. Donc, investir beaucoup de temps et d'argent maintenant sur des standards tout secteur, les 12 normes tout secteur, c'est en partie perdre son temps. Alors, il faut faire quelque chose, évidemment, parce qu'il va y avoir un audit, etc. Mais il faut le faire à minima pour l'instant. Il faudra le faire quand vous disposerez des normes sectorielles, parce que les secteurs sont, dans ces 3 secteurs, les enjeux sont tellement différents des autres. L'enjeu d'un banquier, c'est ce portefeuille d'investissement et de financement. Donc, et là-dessus, il n'y a rien dans les ESRS. Là-dessus, les ISSB, un peu plus en avance, ils ont des exigences sur ce sujet-là qui sont intéressantes. Donc, à la limite, faut proposer à Natixis de suivre l'ISSB sur cette partie-là. Mais donc, moi, je n'ai de cesse de dire, de la même manière sur la double matérialité, toutes les informations seront disponibles quand vous êtes dans un secteur, vous aurez des informations matérielles demandées dans le standard sectoriel dans 2 ou 4 ans. Donc ça sert à rien d'investir des milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros pour faire des analyses de double matérialité maintenant. On aura les résultats obligatoires, si je puis dire, dans 3 ou 4 ans. Merci. Une question aussi sur est-ce que la CSRD constitue un engagement sur lequel les salariés peuvent s'appuyer pour agir en justice? Vous parlez tout à l'heure du fait que c'était pas quelque chose sur le greenwashing. Est-ce que ça peut être des documents, des données sur lesquelles s'appuyer pour aller contester une politique menée par son entreprise? Alors, je pense que oui, parce que, je te laisse peut-être répondre, mais... Non, je pense que c'est différentes choses. Si c'est pour contester le fond d'une politique, à mon sens, le devoir de vigilance serait sans doute plus approprié. Si c'est pour contester la véracité d'une information, si c'est pour contester la véracité d'une information ou considérer que le jeu de performance présenté n'est pas satisfaisant, là oui, parce que c'est un exercice de transparence qui est destiné à toutes les parties prenantes. Encore une fois, une différence avec les SSB, l'objectif de la CSRD est de fournir des informations, pas seulement à destination des investisseurs, mais aussi de la société civile, des régulateurs, etc. Donc tout le monde peut s'en saisir, c'est un rapport public. Peut-être juste quand même pour préciser, la CSRD, c'est une obligation de dire, ça n'est pas une obligation de faire. Ouais. La CS3D, c'est une obligation de faire. On fait le plan de transition. Et qui intègre un dans les 2 cas, il y a une description du droit d'alerte dans la CSRD et le fait d'en avoir une dans la CSRD. Voilà, exactement. Et donc, à partir du moment où vous avez un devoir, un mécanisme d'alerte, les salariés
auront l'information. Donc sur la CSRD, ils pourront juste dire attention, ce que l'entreprise écrit est faux. Donc ça, c'est dans ce sens-là que je réponds oui à votre question. Et par contre, effectivement, normalement, les actions juridiques plus structurées s'appuieront plutôt sur la CS3D que sur la CSRD. La CSRD, c'est juste est-ce que ce qui est dit est transparent ou pas. Et normalement, si vous voulez, quand vous êtes à l'intérieur de l'entreprise en tant qu'employé ou salarié, bah, vous savez si ce qui est écrit, c'est des cracks ou pas. Moi, personnellement, dans les entreprises où j'étais, je le savais. On a une question aussi, on a évidemment beaucoup parlé des entreprises, c'est d'elles qu'il s'agit aujourd'hui, mais qu'en est-il des acteurs publics? C'est 50% de l'économie européenne. C'est aussi dans les chantiers qu'on aimerait avoir émergé de la prochaine commission. Il y a ça, effectivement. Aujourd'hui, on traite 50% de l'économie européenne, donc c'est une impasse colossale. La bonne nouvelle, c'est que en France, le CNOCP, qui est le normalisateur du secteur public, vient de démarrer un groupe de travail sur la normalisation de la durabilité pour les organisations publiques. Alors mais on est 10 ans après. Donc vraiment, il y a un gros chantier là-dessus. Ça va prendre 10 ans. Mais on le voit même, par exemple, sur des produits, des obligations souveraines green, etc., où il y a des questions qui se posent d'alignement avec la taxonomie. On voit un certain nombre d'organisations qui sont sur des statuts un peu intermédiaires, des banques publiques qui demandent, qui ont des investisseurs qui leur disaient alors est-ce que vous publiez vos PAI, ils disaient bon, lesquels on va publier, c'est pas du tout pertinent pour nous, etc., etc. Donc on voit bien que voilà, ça finit par déborder et percoler sur le reste, et c'est important parce que ce point est crucial parce que quand vous évaluez un produit financier, enfin, je passe ton contrôle, hein, mais il est rarement exclusivement corporate. Les actifs dans lesquels le produit a investi, ça peut être de la dette, de l'immobilier, des infrastructures, des actions, et tout ça, ce sont du corporate. Donc là-dessus, on va avoir, grâce à la CSRD, la performance durable. Par contre, sur tout ce que tout le reste qui est la dette publique, les collectivités, les prêts aux collectivités territoriales, etc., tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et les deux PAI qui concernent le secteur public, c'est des PAI, voilà, c'est vraiment à des échelles souveraines, qui n'ont rien à voir avec les acteurs qui, in fine, sont présents sur le marché. Ils ne sont pas normés. Donc la normalisation est indispensable. Ou alors, donc nous, c'est ce qu'on a proposé dans la réponse à SFDR, c'est de dire il faut qu'il y ait un taux de couverture. Dans chaque produit financier, il faudra qu'il y ait un taux de couverture de la partie corporate. C'est si vous avez 2% ou 5% de corporate et 95%, je pense, ça arrive, de dette souveraine ou de secteur public, vous ne pourrez pas dire que vous avez financé la transition, quoi. Vous voyez? Et donc, voilà, ça c'est, aujourd'hui, ça n'existe pas dans la SFDR. Merci. On a des questions qui sont arrivées sur des points très concrets, notamment comment la CSRD peut s'appliquer au secteur des cliniques privées. Je ne sais pas si je pense que cette session n'est pas forcément la plus adaptée pour des réponses, mais typiquement, ça nous invite vraiment à vous engager à suivre nos prochains webinaires, puisqu'on parlera plus spécifiquement des normes. Alors, on est effectivement pas sur 1178 points d'entrée, mais on est en moins sur les 12 normes, on parlera sectoriel. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à nos prochains webinaire. Merci à vous, Lorraine et Eric, d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à un certain nombre de ces questions. Merci à vous de vous être connectés de bon matin pour suivre. Je vous invite à découvrir AEF si vous voulez poursuivre votre connaissance et votre information sur la CSRD avec notre équipe dont une partie était avec nous ce matin. Et je vous donne rendez-vous pour nos prochains événements. Le prochain webinaire sera a priori fin juin, début juillet, on est en train de le caler et là on parlera plutôt des normes et des secteurs. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.